vu au cinéma, dans Le Dernier des Juifs, le film tendre et décalé de Noé Debré, en tonton bienveillant, un brin filou, essayant de former son neveu au métier de commercial. Il a aussi travaillé avec le collectif de théâtre loufoque et transgressif Les Chiens de Navarre. Son actualité est riche puisqu'il est à l'affiche de la nouvelle série HBO où il joue le frère d'une rabbine, dans l'adaptation du livre à succès Vivre avec nos morts de Delphine Orvillers. Mais de mort, il est aussi question sur les planches au Théâtre Le Pic à Paris, avec son seul en scène La fin du début, un spectacle décoiffant qui pourrait bien être nommé aux Molières cette année, tant le comédien scénariste Solal Bouloudnine y prend tous les risques avec un talent insolent. Un spectacle sous forme d'autofiction où Solal nous raconte sa vie dans le désordre, jouant tel un caméléon survolté une dizaine de personnages hauts en couleur, dont son père, chirurgien séfarade gros fumeur, le Rav Mimoun, sa mère juive, une boulangère bourguignonne et son premier chagrin d'amour à 7 ans. 1h30 à toute allure pour nous faire rire de la mort, car c'est bien de cela qu'il est avant tout question dans La fin du début. Une angoisse de mort qu'il a depuis tout petit. Frôlant l'absurde pour mieux embarquer le public dans ses questionnements métaphysiques, sans jamais se prendre au sérieux, on est bluffé par l'audace et l'inventivité qui mêlent humour gras et transgressif à la Monty Python, photos de classe, vidéos amateurs de lui à 11 ans, présentant par exemple un faux journal télévisé. Très chers spectateurs, bonsoir. Nous sommes le 13 juillet, la France hier a gagné la Coupe du Monde de 3-0. Solal Bouloudnine, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment allez-vous? Avez-vous bien dormi cette nuit? Parce que je dois dire au public qui ne vous connaîtrait peut-être pas encore que vous êtes certes un humoriste talentueux, original, déjanté, gonflé, comme je l'ai dit, mais surtout un anxieux sacrément névrosé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'essaie de l'oublier des fois, mais ça revient comme un boomerang. Est-ce que j'ai bien dormi? Justement, j'ai joué hier soir, le spectacle. Ouais. Et après avoir joué, c'est jamais facile de trouver le sommeil. C'est vrai, il y a l'adrénaline. Il y a l'adrénaline, il y a ce qui s'est passé le soir, les défaites d'un certain côté, enfin, les choses qu'on a manquées, les choses qu'on a réussies, la rencontre avec le public. Donc il y a toujours un sas avant de dormir. J'ai des enfants en bas âge qui font qu'aussi il y a un petit réveil au milieu de la nuit. Donc ce n'est pas une nuit toute calme, mais ça va pour autant, je suis en forme. Bon, alors vous nous expliquez en partie pourquoi, en tout cas, vous êtes un anxieux. Et vous nous expliquez ce caractère dans votre spectacle et notamment comment votre vie a basculé le jour de vos 6 ans, 11 mois et 20 jours. Ouais. C'est très précis. Eh bien, tout s'est passé... C'était votre première rencontre avec la mort. Oui, c'est ça, c'est le 2 août 1992. Le hasard a fait que je passais mes vacances à Ramatuelle avec ma mère, chez de la famille. Et ce jour-là, Michel Berger est mort et ça a résonné, sa mort, l'annonce de sa mort a résonné dans le village, puis aussi dans le poste de radio. Il est décédé alors qu'il passait ses vacances dans sa propriété de Ramatuelle, et j'ai entendu pour la première fois le mot il s'est crise apparemment cardiaque. effondré à l'issue d'une Tout le partie monde de était choqué tennis par à Nice, cette mort un peu brutale, prématurée. Et ça m'a vraiment marqué. Et à partir de là, je me suis rendu compte, je crois que ça a été l'événement déclencheur un petit peu de cette rencontre avec la finitude. Et je me suis dit, voilà, en fait, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et ça a été comme une sorte de désillusion à cet âge-là. Je crois que ça correspond à un âge dans le développement moteur des enfants, 6-7 ans, où on commence à prendre conscience du danger et du sens de la mort, d'ailleurs. Oui, hein. oui, c'est... Donc pourquoi pensez-vous que ça a été un déclencheur aussi fort? Est-ce que c'était un chanteur que vous connaissiez, que vous aimiez particulièrement? Alors après, il y a ce qu'on a vécu, ce qu'on se raconte avec le passé, par rapport au passé. C'est toujours difficile de discerner tout ça, la vérité. Mais je sais qu'il y avait des chansons, des mélodies, dont une particulièrement qui était la chanson Évidemment, qui m'a toujours marqué, qui me faisait des petits frissons. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui me touchait énormément. Et je crois qu'ensuite, par la suite, en grandissant, j'ai toujours été très touché par ces mélodies, par ces paroles. Et je crois que très jeune aussi, oui, vraiment, ça a été un compositeur qui arrivait à me toucher avec ses notes, avec ses mélodies. Ouais. D'ailleurs, au tout début, votre spectacle avait un autre nom. Il ne s'appelait pas La fin du début, mais il s'appelait Seras-tu là? Oui, tout à fait. Alors pourquoi Seras-tu là par rapport à votre spectacle? D'abord, il y avait la question de savoir seras-tu là? Est-ce que le public sera là? Est-ce que, comme c'était un premier spectacle, est-ce que j'allais pas dire le succès, mais est-ce que j'arriverais à le jouer? Est-ce qu'il y avait un peu cette question-là que je me posais? Ensuite, seras-tu là aussi? Il y a cette question de la mort, quoi.
Et aussi, il y avait aussi justement le fait que ce soit une question. Ça m'intéressait que ce soit une question parce que pour moi, c'est très juif et c'est au centre un peu du spectacle, la question. Alors, votre spectacle, justement, on y arrive sacrément gonflé. Ça commence, on vous voit en tenue de tennis dégueulasse, dans un décor sans dessus-dessous. Ouais. Surtout, on ne comprend rien à l'histoire. Je vous dis tout de suite, moi, ma mère de plus de 80 ans, elle aurait été complètement larguée tout de suite. Hein. Ouais. Voilà. Petit à petit, ça qui est génial, tout se décante. On comprend que vous commencez par la fin de votre histoire et on assiste à un flashback sous nos yeux. En un temps record, vous mettez un polo nickel, vous rangez votre chambre, parce qu'il faut dire que le décor, moi j'ai mis un petit peu de temps à comprendre aussi, c'est votre chambre d'enfant. Oui, c'est ça. On a essayé de reconstituer ma chambre d'enfant. Et on avait aussi à cœur, avec Maxime Nikolaïdjiak et Olivier Veillon, qui sont les co-auteurs et metteurs en scène du spectacle, de fabriquer un spectacle avec une architecture un peu spéciale. C'est-à-dire qu'on commence par la fin. Et comme j'ai cette peur de la fin, cette peur de la fin mort, du début, justement, donc le titre, vous avez essayé de déplacer les parties d'un spectacle chronologique pour ne pas vous trouver confronté à la fin. Parce que fin, pour vous, égale mort. Oui, il y a un peu ça. En fait, la question, c'est de savoir comment faire pour éviter la fin, comment faire pour y échapper. Pour éviter la mort. Pour éviter la mort. Et la question, c'est de savoir si on commence par ça, après, on peut faire tout ce qu'on veut finalement. Mais on se rend bien compte que si on commence par la fin, après, il y a un nouveau début, il y aura encore une autre fin et que finalement, ça ne marche pas et qu'il y a une tentative vaine. Et donc, à partir de là, la question, c'était de commencer vraiment par ça, par la fin, et de donner ensuite des indices aux spectateurs, des clés, qui reviendront encore à la fin. En fait, il est construit un peu comme une sorte de film aussi, où au début, on ne comprend pas très bien. C'est ça. Il y a beaucoup de spectateurs, soit des personnes qui ne sont pas habituées à aller au théâtre, ou même des habitués qui disent « mais en fait, au début, je ne rentrais pas dedans, je ne comprenais pas ce qui se passait ». Et après, il y a un côté assez jouissif de voir à la fin que tout se recompose comme un puzzle. C'est extrêmement construit. Je dis que ça a été... Non, mais c'est pour ça, mais voilà. Bien sûr, mais c'était notre volonté à nous de perdre un peu le spectateur. Et pour qu'il soit vraiment heureux de comprendre enfin ce qui se passe. C'est ça, ouais, voilà. Et donc, gros flashback, énorme questionnement, dès 6 ans. Mais vous deviez être trop choupiné. Vos parents étaient conscients de cette angoisse existentielle qui vous habitait? Je ne sais pas s'ils étaient conscients. Après, moi, j'ai passé à cet âge-là. J'ai commencé le théâtre à 6 ans aussi, donc j'ai commencé à faire rire. C'était un exutoire pour vous ou c'était juste, ça faisait partie de votre tempérament de toute façon, de vouloir faire rire absolument? Bah, je sais pas, c'est d'abord passé par l'imitation pendant les Shabbats. Je pense que j'accaparais un petit peu l'attention des Shabbats en imitant mes parents, mes grands-parents, mes frères. Donc il y avait un peu ça et je prenais beaucoup de place parce que ça commençait par tu peux pas faire maman, tu peux pas faire papa et finalement ça durait longtemps et à un moment on disait c'est bon stop, on en a marre, ça suffit, basta maintenant. Et j'avais cette volonté de faire rire et je pense que c'est ce qui est le point commun chez tous les humoristes, c'est que cette envie de faire rire, ce qui est sous-jacent à ça, c'est une angoisse, une forte angoisse quoi. Donc j'avais une peur du vide, peur du rien, de la fin aussi. Je pense que inconsciemment c'est ça qui m'a donné envie de faire rire. C'est qui votre référence, votre humoriste absolu, votre référent, je ne sais pas, Groucho Marx moi, j'ai pensé aux Monty Python. Les Monty Python, je les ai découverts assez tard, mais moi, je suis vraiment d'une génération qui a vraiment grandi avec les inconnus et les nuls, qui avaient chacun leur spécificité. Après, il y a les Robin des Bois qui sont arrivés, et là, moi, ça a été pour moi je me suis dit vraiment, je veux faire ça vraiment, quoi. Et après, les Chiens de Navarre, c'était justement une sorte de déclinaison, j'avais l'impression, un petit peu des Robins des Bois. Donc, quand ils m'ont invité à travailler avec eux, pour moi, c'était une énorme chance. Et après, il y a aussi des comédiens. Moi, je pense à Robin Williams, qui est un comédien qui m'a inspiré beaucoup quand j'étais enfant et qui, pour moi, avait justement cette touche d'humour et aussi cette... de folie, un peu. Ouais, cette vulnérabilité, cette... Beaucoup plus qu'un Seinfeld, par exemple. Oui, par exemple, où on est vraiment sur un seul registre. Un registre, c'est dans le contrôle total. Voilà, c'est ça. Et ce que je trouve merveilleux avec Robin Williams, c'est qu'on a l'impression de voir un enfant dans un corps d'adulte. Dans son regard, j'ai l'impression de voir un enfant et il y a des films que j'ai vus des milliers de fois avec lui et j'avais l'impression qu'il ne regardait que moi, en fait. Il n'y avait que moi, que c'était mon ami à moi, quoi. Qu'il y avait une sorte d'exclusivité avec lui. Alors, il y a une galerie de personnages mais tordante. J'ai envie de vous faire un petit quiz, le vrai du faux. Est-ce que ça marche, le vrai du faux? Bien sûr, ouais. Alors, le Rav Mimoun, il existe? Il existe, malheureusement, il est décédé pendant le Covid. Ah. Mais c'était une personnalité très forte dans la communauté juive marseillaise. Parce que vous êtes je suis marseillais, ouais. Marseillais.
Donc c'est quelqu'un de très très important et pour ma mère, c'était encore quelqu'un de... Elle mettait vraiment sur un piédestal. Et dès qu'elle avait un problème très important, elle allait consulter mon comme dans le Moon. spectacle. Voilà. Et c'était quelqu'un qui avait presque un don, pour certaines personnes qui arrivaient à voir la vérité, à voir même le futur, enfin à lire des choses, et qu'il avait aussi les morts en fait. Voilà, je sais qu'il avait aussi cette générosité d'accompagner les familles et d'être là pour les derniers moments et pour les laver. Ouais. Enfin, pour les laver, pas les familles, mais laver les morts, quoi. Voilà. La mère juive, votre mère, vous dites dans le spectacle que vous avez mis 32 ans à vous rendre compte que vous aviez une mère juive. Expliquez au public pourquoi. Ah oui, parce que j'ai eu un déclic. J'avais effectivement 32 ans et je me souviens très bien parce que ma mère est une grande cinéphile. Elle m'a transmis ce virus-là. Et on va souvent au cinéma lorsqu'elle a des passages à Paris. Et un jour, on va au cinéma dans l'après-midi et je lui dis « Maman, j'ai un petit creux, c'était un truc à me ramener. » Elle me dit « Pas de problème. » Et ce que je dis dans le spectacle, c'est que normalement, une mère classique, elle vous ramène un sandwich, une quiche, une banane, ce qu'elle trouve. Enfin, il y a un éventail de choses qui est possible à ramener. Et ma mère, dans cet éventail-là, elle a choisi, un couscous qu'elle avait fait. Alors, c'est un couscous un peu spécial parce que je me souviens plus le nom exact. C'est un couscous qui est fait avec des grains, avec du pain, qui est fait à la main. Donc, c'est une recette vraiment particulière. Et donc, elle m'a ramené ça avec du bouillon, de la viande et tout ça. Et je lui ai dit, mais je peux pas manger ça, c'est pas possible. Et elle, très naïvement, m'a dit, mais on va le faire réchauffer au restaurant du cinéma. Bah, bien sûr. Et moi, je lui ai dit, mais maman, c'est pas possible, je pourrais pas manger un Tupperware sur la terrasse de restaurant, ça peut pas se passer comme ça. Et ma mère qui me dit tout ça, mais pourquoi c'est pas possible, faut essayer. Faut pas se mettre des barrières comme ça. C'est vrai qu'elle a raison. Mais quand on est. Maintenant, moi, je vais avec mes enfants parce que je leur dis ça, mais quand on est de l'autre côté, on dit, mais maman, c'est fatigant, t'arrêtes, c'est pas possible. Elle a demandé au serveur qui avait l'archétype du serveur parisien un peu antipathique et qui lui a répondu non, c'est pas possible. Et j'ai dit, c'est pas possible. Et donc, on est rentré dans le cinéma. Et ce qui est rigolo, c'est que ma mère, pendant le film, mangeait le couscous. Et je lui disais, mais maman, arrête, tu vas pas manger le couscous. Et elle mangeait quand même pendant le film. Donc elle a rangé, elle fait, c'est bon, ça va, je mange pas, mais... Donc c'est une vraie anecdote. Ça, c'est une vraie, là, ça, c'est vrai. Là, on répond vrai, ouais. Les enfants de votre classe, que vous jouez votre premier petit chagrin d'amour. Mon premier amour. Alors ça, c'est un... Non, c'est pas vrai, mais c'est inspiré d'histoires qu'on a tous et toutes vécues. Donc c'est quand même, je dirais... moitié vrai, moitié faux. On peut faire mi-vrai, mi-faux. Voilà. Mi-vrai, mi-faux. Voilà. D'accord. C'est vro. C'est vro. Vro, ouais. J'en profite pour dire que donc, dans le spectacle, il y a un mélange aussi de décors faux et d'archives totalement vraies, où on vous voit par exemple à 11 ans en train de présenter le JT, filmé par un copain. Ouais. Et vous avez déjà chopé à 11 ans. Quoi. Alors pour être exact, j'ai 13 ans parce que je viens de faire ma bar mitzvah et que j'ai eu une caméra. Ah voilà, donc vous avez eu une caméra pour votre bar mitzvah. Ouais, je faisais beaucoup de vidéos comme ça, de refaire. Et c'est rigolo de le voir parce que aujourd'hui, je vois les journalistes qui présentent le JT, c'est plus du tout les mêmes. Parce qu'avant, on vous amenait le téléphone, ils téléphonaient, après, puis il y avait des papiers comme ça. Maintenant, tout est numérisé et tout ça, et c'est assez drôle. Et mon fils vient d'avoir, là, pour Noël, lui, une caméra aussi, donc ça me fait rire, quoi. Et il y a bien sûr votre père, qui est quand même le personnage que tout le monde retient s'il fallait en retenir un. Le chirurgien hors pair, décontracté, avec un fort accent en Cef. Hein. Fumant, mais comme un pompier, là, c'est tout de suite daté dans les années 70-80, là. Ouais. Et il vous traîne à l'hôpital quand on ne peut pas vous garder, j'imagine. Bon, c'était un vrai plaisir aussi d'aller avec lui, hein, parce que c'était vraiment... Moi, j'avais l'impression de suivre un super-héros, donc c'était assez extraordinaire. Et puis, on pouvait faire ça à l'époque, je ne sais pas si on pourrait le faire encore aujourd'hui, mais il m'amenait dans les salles d'opération et j'assistais à des opérations avec lui. Donc j'ai encore les souvenirs de sons, d'odeurs, beaucoup d'odeurs, et d'avoir assisté à ces opérations-là et de voir mon père. Incroyable. Limite la clope au bec. Alors, pas dans le bloc directement. Donc là, c'est faux. Le 3/4 est vrai. Dans le bloc, c'est pas vrai. La clope au bec dans le bloc, dans le spectacle, par contre, dans les couloirs de la clinique, oui, ça, oui, bien sûr. Ouais. Et puis aussi, je le suivais dans les couloirs et il y avait aussi souvent des personnes, des patients qui l'avaient opéré, qui l'attendaient dans un coin, qui attendaient de le voir pour lui donner des perdrix ou des lièvres qu'ils avaient eu à la chasse et ils offraient ça à mon père, ils faisaient des offrandes à mon père.
Et il me parlait tout le temps en disant, vous savez, votre père, c'est quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Et donc, quand on est enfant, qu'on a cet âge-là et qu'on voit des personnes vous dire, il a sauvé la vie de ma femme, il a sauvé la vie, très ému, avec encore les larmes aux yeux, en disant, merci, docteur Bouloudnine. Pour moi, c'était... ça l'est encore aujourd'hui, mais quand on est enfant, ça marque beaucoup quand même. Ouais. Alors, on est toujours autour de la mort dans votre spectacle. Et vous arrivez à nous faire rire, presque pleurer. Et justement, dans le personnage du père, vous mélangez les deux de manière assez gonflée, puisque vous nous parlez de sa maladie. Oui. Et vous dites que grâce à son cancer, vous avez pu enfin rentrer en réanimation. En réa. Ouais. Parce que j'avais en fait, je suivais mon père et en fait, le parcours, j'allais dire touristique, s'arrêtait tout le temps aux portes de la réanimation et des soins intensifs. Et mon père m'avait dit cette phrase, il m'avait dit, il y avait des hublots à l'époque, enfin, une sorte de fenêtre comme ça qui était à peu près 1m70. Et moi, je faisais 1m30 à l'époque. Et mon père me disait tout le temps, le jour où tu atteindras les 1m70, tu pourras rentrer avec moi en réa. Et moi, du coup, j'attendais derrière, je sautais un peu pour essayer d'apercevoir ce qui se passait. Et il y avait ce fantasme de découvrir qu'est-ce qu'il y avait derrière ces portes. Et je n'imaginais pas encore que derrière, c'était le plus horrible. C'était les portes de la mort, en fait, un petit peu, quoi. Donc, énormément de questionnements métaphysiques, mais toujours avec beaucoup de légèreté, de drôlerie. Mais depuis quelque temps, vous questionnez aussi sur votre identité juive. Oui, pour moi, c'était important de questionner cette identité-là. Je pense que ça a été un moment où moi, j'ai été élevé dans un milieu très traditionnel. Très traditionnel. Où les hommes étaient séparés des femmes. J'allais vous demander comment vous avez été... Moi, quelle était votre éducation juive? J'étais éduqué en tout cas dans un milieu trad où il y avait les hommes et les femmes étaient séparés. Et lorsque je suis arrivé à Paris et que j'ai rencontré ma compagne, la mère de mes enfants, et elle était au MJLF, et la première fois que je suis allé avec elle, déjà au casino de Paris, je crois que c'était pour faire qui pour, déjà, pour moi c'était assez rigolo, que j'ai vu une femme sur scène, j'ai dit, bon, enfin, Delphine Orviller faire la prière, et que j'ai vu que les hommes et les femmes étaient mélangés. Là, je me suis dit, il y a un truc qui marche pas, vous êtes pas normaux, c'est pas ça. Enfin, moi, j'ai pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes règles du jeu à Marseille, en tout cas. Et ça m'a vraiment fait réfléchir. Et je me suis rendu compte que c'était... Ouais, ça m'a énormément questionné aussi parce que je crois que j'étais très très proche de ce milieu-là. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup traîné dans le synagogue avec mes parents qui étaient des gens très traditionnalistes, qui étaient quand même... Vous mangez cachère à la maison? On mangeait pas cachère, mais on faisait Shabbat toutes les semaines, on faisait les fêtes. Vous alliez au Talmud Torah? J'allais un peu au Talmud Torah et... Votre bar mitzvah, vous vous souvenez de votre sidra? Je me souviens de ma paracha, enfin, ouais, je me souviens de tout ça. C'était Ré. Je ne suis pas rentré vraiment dans le fond et dans la symbolique et dans ce que pouvait dire ma paracha, mais c'était quelque chose plutôt de l'ordre d'apprendre à lire et de la faire et d'apprendre à chanter. Mais je n'ai pas vraiment creusé tout ça, il y a eu quelque chose qui est resté un peu en surface. Et justement, à l'enterrement de ma grand-mère, il y a un rabbin qui était venu, qui était un rabbin de la synagogue où allaient mes parents. Et comme c'est coutumier de le faire pour les enterrements, il faisait référence au passage de la Torah et il faisait faire un parallèle avec la mort de ma grand-mère et en servant de tout ça. Et il racontait une anecdote qui m'a vraiment frappé. C'était qu'il parlait de lorsqu'il était dans une école, dans sa yeshiva, ils avaient fait appel à un prof de philosophie. Et que ce prof de philosophie-là était arrivé et qu'il leur avait dit que les questions, c'était très important et qu'eux leur avaient répondu en tant qu'élèves, mais nous, on n'a pas besoin des questions, on a déjà toutes les réponses. Et moi, je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais, je pense, à l'âge de commencer à travailler, enfin d'être en... Jeune adulte? Ouais, jeune adulte, et j'avais déjà fait de la philosophie, et justement, j'avais un prof de philo qui, justement, avait pointé du doigt que la question était souvent plus intéressante que la réponse. Et quand j'ai vu comment Delphine Orviller, elle, apprivoisait la religion, comment elle se servait des textes d'antan pour questionner aujourd'hui, notre monde aujourd'hui, je me suis dit, ah, c'est hyper intéressant. Et après, bien sûr, pendant le spectacle, est arrivé le 7 octobre. Et je crois qu'effectivement, ça a été aussi un autre quelque chose qui m'a vraiment bousculé, enfin, comme tous les juifs du monde. Et ça m'a questionné. Et j'avais vraiment à cœur que dans le spectacle, justement, je parle de ça, mais que je chante aussi dans le spectacle en arabe. Et parce que j'ai vraiment à cœur de me dire que pour moi... tout n'est pas noir ou blanc, enfin vraiment, et que je suis un juif d'Algérie. Enfin, mes parents sont originaires d'Algérie. Mon grand-père, c'était des Mzab, donc ils viennent du désert. Enfin, c'est des Berbères, et donc je pense que c'est quelque chose qui est très,
une maille, enfin c'est quelque chose de cet ordre-là, et j'ai à cœur que ce spectacle, justement, ne soit pas un spectacle juif, dans le sens... Ce qui n'est pas du tout, parce qu'en plus, ça arrive tard dans le spectacle. Ça arrive tard. Ça arrive tard. Ça parle vraiment surtout d'un petit garçon confronté à l'idée de la mort, c'est ça. Voilà, c'est ça, voilà. Et qu'il y ait cette idée-là que c'est un enfant qui parle aussi de ça, en fait, de dire qu'on peut être juif tout en parlant arabe, tout en étant autant... voilà, enfin, d'être... ouais. J'aimerais vous montrer une vidéo très très courte. Oui. Et on en parle tout de suite après. D'accord. Salut Solal, je t'enregistre un message dans la rue en marchant. Je crois qu'il faut jamais faire ça, mais c'est pas grave. J'ai une question pour toi. Tu sais, en hébreu, le mot vie, c'est un mot très connu, ça se dit chaim, c'est un mot qui existe que au pluriel, comme si aucun de nous n'avait une seule vie, mais qu'il fallait se débrouiller pour, d'une manière ou d'une autre, en avoir plusieurs, jongler entre des vies. Moi, j'ai vu plusieurs fois ton spectacle et je suis bluffée par la façon dont tu jongles entre des personnages, la façon dont tu passes d'une vie à l'autre, incarnant quelqu'un et puis dans la même seconde, quelqu'un d'autre. Et je voudrais savoir tout simplement, c'est quoi ton truc ? Comment tu fais pour avoir autant de vie sur scène ? Je t'embrasse. Oh, la classe. Delphine. Oh là là. Alors, comment vous faites pour avoir autant de vie sur scène ? Alors, je crois que c'est vraiment que du travail. Ouais, je crois que c'est vraiment que ça, quoi. Après, depuis tout petit. Peut-être qu'il y a une flamme au début qui fait que je pourrais pas le dire parce que... Sympa Delphine, hein ? Génial, ça me touche trop. Ah ouais, je suis trop touché. Et c'est rigolo parce que elle, le jour de la mort de Michel Berger, c'est une date importante pour elle aussi parce qu'elle a quitté la maison de ses parents ce jour-là, le 2 août 92, elle est partie en Israël ce jour-là. Et c'est fou comment des fois la mort de Michel Berger, ça marque des gens, et il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant « mais moi, je me souviens très bien ». C'est comme le 11 septembre. Quoi. Ouais, c'est fou quoi. Tout le monde se souvient où il était le jour de la mort de Michel Berger. Parfaite transition pour parler de votre autre actualité, la série d'HBO, oui. Le sens des choses, inspirée directement de Vivre avec nos morts de Delphine Orwiller, oui. Gros best-seller. Vous jouez son frère, ouais. Le frère de la rabbine. Le frère de la rabbine, disons, ouais. C'est à propos de votre fils, c'est ça ? Je suis juif. Il est juif. Non mais nous aussi, Marc. Tout ce que je veux, c'est aider les gens. Tu tiens pas tes engagements ? Leur apporter un peu de réconfort. Schlack. Mazel tov. La fille d'André est rabbin. Vous dites comment, vous, la rabbin ou la rabbine ? Ou la femme rabbin ? Ah non, pas la femme rabbin. Ça fait bizarre, ça fait homme grenouille. Je croyais qu'on avait réglé le problème. Dieu n'existe pas, hein. La création n'a pas de sens. Non mais va s'y faire, il dramatise un peu. Une femme rabbin, non mais alors là, c'est vraiment... C'est une blague, là. Oui, mais ça va, c'est pas le diable non plus. Aux côtés d'Elsa Gage, Eric Elmosino, Manu Payette, Noémie Lvovsky, entre autres. Ouais. 8 épisodes. C'est ça. Vous jouez son frère. Vous qui êtes obsédé par la mort depuis votre enfance. Ouais. Ce livre a dû vous parler. Est-ce que vous l'aviez lu ? Je l'avais lu. Et est-ce que vous connaissiez Delphine Orwiller avant de jouer dans la série ? Je l'avais lu, bien sûr, j'avais lu le livre et j'étais au MJLF avec ma belle famille. J'avais réussi à avoir son numéro pour l'inviter à voir mon spectacle. Elle était venue miraculeusement un dimanche et elle était assise à côté de ma mère. Ma mère qui était une grande fan de Delphine Orwiller, elle était très très heureuse d'être là. Je pense que Delphine, justement, elle m'avait raconté après qu'il y a des passages où je vais un peu loin en parlant de ma mère et elle était très gênée d'être à côté de ma mère. Et elle s'était dit, c'est vraiment un vrai méchouga, ce garçon-là. Et par la suite, Delphine est revenue voir le spectacle aussi. Une fois, on a fait une rencontre après le spectacle, organisée avec Ténois. Et je crois qu'à plein de moments, elle m'aide quand je la lis. Ou là, après le 7 octobre, quand je vois avec quelle finesse elle arrive à parler de ce qui nous arrive à nous. Et elle nous supporte, en fait, j'ai l'impression. Et elle me fait du bien, en fait. Vivre avec nos morts, vous l'aviez lu ? Je l'avais lu, oui, bien sûr, je l'avais lu et vu que je suis un peu obsédé par cette question-là, ça m'a vraiment... je me suis dit... Donc finalement, ils se sont dit, bon, pour le casting... Et ensuite, quand on m'a proposé de travailler sur le projet, je me suis dit, encore la mort, c'est la mort qui me poursuit, quoi. Mais je trouve que Mais pour mieux la tenir à distance. Ouais, c'est ça, pour mieux l'apprivoiser, de toute façon, c'est toujours ça, en fait. C'est toujours ça, en fait, ouais. Alors, le frère de la rabbine, il est comment ? Parce que Delphine était ravie que ce soit vous. Parce qu'elle me dit, tu sais, mon frère, dans la vraie vie, il est aussi drôle que Solal Bouloudnine. C'est vrai ? Il est hyper drôle.
Et le frère, dans la série, en fait, il est assez énigmatique parce qu'on met longtemps à comprendre. On ne comprend pas d'ailleurs vraiment ce qu'il fait dans la vie. C'est quelque chose d'un peu... on ne sait pas quelle est sa profession. On ne sait pas vraiment quelle est sa profession. Et ce que m'a dit Noé Debré, le créateur de la série, et les autres scénaristes, c'est que dès le début, il avait en arrière-pensée comme ça une idée que ce serait moi peut-être qui jouerait le rôle. Et donc, je sens que je suis un peu proche de ce personnage-là, c'est qu'il fait toujours des blagues pour faire fuir un petit peu les idées les plus sombres. Ou pour sortir quand il y a une situation qui est un petit peu compliquée, il fait une petite blague. Un pas de côté, quoi. Un pas de côté, ouais. Et il est aussi très proche de sa sœur. C'est des vrais remparts pour plein de choses, la famille, dans cette série-là. À chaque fois, la jeune rabbine est confrontée à un cas ouais. qu'elle doit affronter. Oui, il y a une sorte en se questionnant. Chaque cas, en fait, de chaque cas naît une unité thématique comme ça qui va un petit peu guider l'épisode. Et de ça, ils vont avoir certaines arborescences comme ça qui vont aller tantôt chez le frère, tantôt chez le père, ou tantôt dans sa vie, elle, personnelle aussi. Et c'est construit comme ça d'une manière vraiment très fine où justement ils se servent de ces questions-là, talmudiques, pour questionner aujourd'hui quelle est la place d'une rabbine dans la société, quelle est la place de la femme aussi dans la religion, parce que justement c'est mis en parallèle avec le milieu traditionnel. Donc c'est très intéressant de voir ces parallèles-là. Ouais. La mort, vous allez continuer d'en parler dans vos prochains spectacles ou ça y est, le spectacle a servi d'exutoire et ça y est, vous pouvez passer à autre chose? Non, je pense que ça y est, j'en ai parlé. Bon. Là, on répète le prochain projet justement qui va être un duo sur la colère cette fois-ci et sur le conflit. Et on se rend compte que le conflit en ce moment, c'est aussi d'actualité. Donc, Solal Bounine, merci. Merci beaucoup. Donc la fin du début, les lundis, mardis, à 21h. C'est ça, tout à fait. Théâtre Le Pic jusqu'au 29 avril. Tout à fait. Et puis, sur HBO, dans le sens des choses. C'est ça, tout à fait. Pour plus de précisions, vous pouvez consulter Academscope. À bientôt. Merci.